Bon, bonjour à tous. Donc, cette session, elle est dédiée à JavaScript, jQuery et Bootstrap. Donc, ce sont des frameworks ou des langages de développement pour ce qu'on appelle le côté client. Bon, le plan, il est simple, hein. Il y a d'abord une introduction où on va revoir hein, ce que c'est qu'une application web. Et après, on va voir étape par étape. On va parler de JavaScript, on va parler de jQuery, on va parler de Bootstrap. Et on va conclure hein, voilà, pour vous donner les éléments pour essayer d'aller plus loin. Voilà, donc, on est toujours dans notre bootcamp. Voilà, donc en introduction, on va parler des applications web. Donc, vous le savez déjà, les applications web sont considérées comme des applications client-serveur, donc de façon vraiment macro. Donc, est-ce que vous pouvez, vous savez, hein, pourquoi est-ce qu'on dit que ces applications sont des applications client-serveur? Ça vous parle? Celui qui veut répondre peut prendre la parole, hein. Euh, Parce que ça s'exécute plus sur le client. En fait, ça permet la communication entre les deux. Je crois que c'est parce que JavaScript, par exemple, c'est à la fois client et serveur. Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas très bien Oui, la en question. fait, je parle des applications web. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que si on dit que les applications web sont des applications client et serveur, est-ce que pour vous, c'est une bonne définition? Est-ce que c'est vrai? Oui, Voilà. Et donc, si vous dites oui, ça veut dire que pour ces applications-là, il y a des choses qui se passent côté serveur et des choses qui se passent côté client. oui, monsieur. Voilà. Donc, par exemple, côté client, il va se passer quoi alors? Le client, d'abord, pour vous, c'est Euh, quoi? Côté client, c'est principalement d'abord du JS, mettre, dynamiser la page, afficher une page et dynamiser cette page-là dans des actions au niveau du bouton, des styles et autres choses. Mhm. Maintenant, côté serveur, Ok, ok. c'est Mhm. tout ce qui concerne la gestion des données et la communication avec la base de données. Voilà. Voilà un peu ça. Ok, ok, tu as globalement raison, hein. En fait, côté client, de façon macro, il faut souvent voir que tu as un navigateur. C'est-à-dire que les applications web, elles s'affichent sur un navigateur et le navigateur, il n'est pas à côté serveur. Il est vraiment sur ton poste ou sur ton mobile. En tout cas, tous les devices que tu vas utiliser pour accéder à ton application. Donc, c'est ça le côté serveur. Donc, c'est d'abord le navigateur et puis effectivement, toutes les technologies qui vont s'exécuter sur le navigateur. Et après, côté serveur, tu as cité effectivement les technos. Donc, c'est ce que j'avais rajouté. Donc, pourquoi elles sont considérées comme client-serveur? C'est parce que côté client, elles vont s'afficher sur un navigateur avant même de voir effectivement quels sont les technos qui permettent qu'elles s'affichent. Et après, côté serveur, elles seront hébergées sur un serveur d'application. On a déjà fait les sessions Tomcat, par exemple. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que côté client, il y a un certain nombre de technologies qui vont faire en sorte que les applications qui viennent, en tout cas, les réponses que le serveur nous renvoie, on arrive à les afficher et à les exploiter. Donc, vous connaissez déjà HTML, c'est le début, hein. Le web a commencé avec HTML. Après, il y a eu les CSS pour commencer à rajouter un peu du style, du design. Et puis, il y a tout ce qui commence à rajouter encore plus d'intelligence côté client. Donc, ça a commencé avec JavaScript. Et puis, on a eu des choses améliorées comme jQuery et des choses qui vont encore plus loin comme Bootstrap. Bon, c'est pas fini, hein. Il y a énormément de technologies toujours côté client. Et il y a des technologies qui sont même un peu hybrides. C'est-à-dire, elles font du client, elles font du serveur. Il y a des choses comme React, par exemple, qui vont encore plus loin. Et voilà. Donc, faut toujours avoir en tête un peu ces architectures-là. Et après, côté serveur, effectivement, on aura aussi une palanquée de technologies. Donc, moi, je suis resté dans le monde Java. Donc,
Vous pouvez écrire des servlettes, voilà, c'est du Java, des JSP et du SQL, notamment pour interroger vos bases de données. Donc, ça, c'est toutes les technologies des serveurs. Donc, on a bien, là, les applications web, c'est des applications qui sont, entre guillemets, distribuées. On parlait souvent des applications monolithiques qui sont, enfin, vous l'installez sur votre serveur et enfin, vous installez sur votre machine et vous la lancez et puis vous l'utilisez là sur votre machine. Donc, ce n'est plus comme ça. En fait, les applications web ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces langages côté client sur lesquels on va vraiment mettre l'accent aujourd'hui. Et donc, ça commence avec JavaScript. Donc, JavaScript, c'est le fameux pour lui donner quand même un peu plus de puissance. Donc, le code JavaScript va s'exécuter voilà, au niveau du navigateur. Et voilà, on va dire que JavaScript, c'est un langage interprété. Est-ce que, quand on dit langage interprété, est-ce que ça vous parle? Hein? Un Qui... peu, monsieur. D'accord. Donc, dis-moi alors, c'est quoi un langage interprété? Euh, pour moi, un langage interprété, en fait, c'est un langage euh, qui est traduit. Donc, en fait, le code est traduit en quelque chose de, en des lignes. On va dire à la volée. Oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il est traduit en langage machine, on va dire à la volée. C'est-à-dire, par exemple, à la différence, par exemple, de Java. Java, on avait vu qu'il fallait, tu écris ton langage, après, tu dois le compiler, ça te donne un binaire, et c'est le binaire qui s'exécute. Oui, Avec JavaScript, tu ne vas jamais voir la partie binaire. C'est-à-dire que tu vas l'écrire, dès que tu l'ouvres dans le navigateur, paf, il fait ce que tu venais d'écrire. Et puis, tu peux même modifier en temps réel, là, et il se change aussi. C'est-à-dire que le navigateur l'interprète comme ça à la volée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un langage interprété. Il n'y a pas l'étape vraiment de compilation. d'accord, Et monsieur. après, on dit aussi il est peu typé. Pour vous, ça veut dire quoi un langage qui est peu typé? Ça ne vous parle pas? Euh, Souvent, il faut pas, toujours faire, quand on dit peu typé, il faut faire la correspondance avec les langages qui sont typés. Tu vois, par exemple, Java. Java, il est typé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclarer des choses comme ça, on ne sait pas de quel type c'est, de quelle classe ça appartient, est-ce que c'est une chaîne de caractères, un entier ou quelque chose, un booléen. Java fonctionne comme ça. Donc, est-ce que vous avez pensé à ça quand on dit, je vous pose la question sur c'est quoi un langage qui est peu typé? oui, monsieur. Voilà. Et du coup, s'il est peu typé, ça veut dire quoi alors? En fait, ça veut dire qu'on peut déclarer des variables sans leur donner un type fixe. Mhm. Et même si Ouais. on donne un type fixe, bon, là, c'est déjà autre chose. Donc, déjà, on peut déclarer une variable sans donner un type fixe Ouais. à la variable qu'on donne, Mhm. qu'on Oui, oui, déclare. tout à fait. Tout à fait. Parce que souvent, vous allez voir des instructions, on va dire var, juste pour dire j'ai déclaré ma variable, mais on ne va pas dire est-ce que c'est une chaîne de caractères, est-ce que c'est un objet complexe, est-ce que, voilà. Donc, JavaScript ne va pas demander ça. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de typer? C'est parce qu'en réalité, on peut considérer qu'il n'a qu'un seul type. C'est comme si, en fait, un objet pour lui, c'est juste une liste de choses. C'est pour ça que l'objet, il peut avoir, la liste peut être longue, elle peut être courte, elle peut avoir des sous-listes imbriquées. Voilà, un peu comme quand vous voyez souvent les objets JSON. Voilà, on n'a pas besoin, bon, je ne sais pas si JSON, quelqu'un sait ce que c'est que JSON. Oui, monsieur. Voilà, donc en tout cas, c'est un format de données. Quand vous le regardez en réalité, c'est juste des listes qu'on compose.
Et le langage JavaScript, il faut aussi le penser souvent comme ça. On n'a pas besoin réellement de typer parce qu'en réalité, on peut causer qu'il n'y a qu'un seul type. Mais on va voir que bon, il y a quand même des fois, il y a des frameworks qui font en sorte qu'on rajoute un peu du typage, mais il n'y a pas réellement besoin. Donc c'est vraiment une autre façon, c'est une autre typologie de langage. Mais bon, par contre, voilà, il s'exécute que côté navigateur. Donc voilà, je vous ai mis un exemple là. Donc par exemple, voici le squelette de votre page HTML et, euh, et voilà, vous déclarez une variable. Vous voyez, on a dit var, var ma variable, var ma deuxième variable. On a mis 3, on l'a initialisé à 3. Et après, la première variable, on met 2 dedans. Et tout de suite, on peut dire document.write, la première variable multipliée par la deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai dit que si vous affichez cette page HTML, vous allez trouver 6. Voilà. Donc, ce petit code-là, il vous parle. Monsieur. Voilà. Donc, JavaScript, c'est vraiment ça. Et on voit, bon, là, on a fait quelque chose de simple, mais ça vous montre déjà le type de choses que vous pourrez faire pour enrichir vos pages HTML. Bon, je vous ai mis un lien ici. Voilà, c'est la plateforme jsfidel.net. C'est une plateforme très intéressante hein, pour s'exercer sur toute la famille de langages JavaScript. Donc, par exemple, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, sur JSFidel. Donc, JSFidel, en fait, c'est un outil qui est en ligne. Hein. Bon, normalement, il est gratuit, sauf peut-être pour des usages avancés. En fait, vous pouvez tester tout ce que vous faites avec la famille des langages JavaScript, vous pouvez le tester là-dedans. Donc ici, je vais mettre mon code HTML. Si j'ai du style à appliquer, je vais déclarer les CSS ici. Voilà. Il y a d'autres sections. Hein. Il y a même une console pour, pour enrichir encore, faire des tests un peu plus avancés. Donc voici le code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quand la page va se charger, elle va afficher 6. Si je change, je ne sais pas, je mets ici 10, je lance, voilà, 2 fois 10, 20. Donc, j'ai fidèle, faut créer votre compte là. Hein. Comme ça, vous pouvez enregistrer plein de, ils appellent ça des fidèles, avec voilà, plein de vos tests JavaScript que vous voulez garder, vous pouvez les retrouver à tout moment. Et en plus, vous pouvez envoyer le lien à quelqu'un pour qu'il regarde ce que vous avez fait. Voilà, donc on a vu un peu nos premiers codes JavaScript. Et donc on va essayer de continuer. Bon, JavaScript, donc c'était très bien parce que là, on vous fait un flashback hein, parce que là, on est dans les débuts d'Internet. Après le HTML, JavaScript arrive, on croit que ce sera la révolution. Mais en fait, non, on se rend compte que bon, il y a quand même pas mal de limites. Hein. Le premier point, j'ai appelé ça l'interopérabilité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le code JavaScript, vu qu'il s'affiche sur les navigateurs et qu'il y a beaucoup de navigateurs, ils ont été obligés de faire plein de choses spécifiques par navigateur. Donc, ce qui veut dire que un programmeur JavaScript, en réalité, pour que son application fonctionne pour tout le monde, vous allez retrouver dans son code plein de if. Il va dire if mon navigateur, le user agent que je trouve, c'est Mozilla, je vais utiliser telle instruction. Si le user agent, c'est IE, je vais faire ça. Si c'est Edge, je vais faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Sachant que ça peut aller très loin maintenant qu'il y a énormément de devices. Parce que là, on est vraiment allé à du digital. Et le digital, c'est quoi? C'est tout ce que vous tous vous avez des mobiles, certains ont des tablettes, et les tablettes, ce pas les mêmes marques. Donc là, c'est vraiment la cata. Les développeurs JavaScript ne peuvent plus s'en sortir parce que le langage est trop bas niveau. C'est-à-dire qu'il faut carrément écrire une application, réécrire une application à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau navigateur ou un nouveau device, un nouveau matériel qu'il faut supporter. Donc là,
JavaScript commence vraiment à se casser la gueule. En tout cas, le JavaScript pur. Après, il y a aussi la courbe d'apprentissage. Bon, déjà, il y a toutes ces choses à faire, mais en réalité, pour connaître au bout des doigts toute la panoplie de fonctions JavaScript, c'est quand même assez long, hein. Donc, il faut s'armer de patience. Mais bon, on a le temps. Après, il y a les problèmes de performance. Voilà, parce que vous allez écrire votre code JavaScript, il ne sera pas forcément optimisé. Voilà, et souvent, même rien que pour télécharger votre fichier, parce que le navigateur, certes, il exécute du JavaScript, mais avant de pouvoir exécuter, il faut qu'il récupère le contenu du JavaScript. Et il le récupère depuis le serveur. Donc, si on n'a pas une bonne connexion et que les fichiers sont trop gros, voilà, on aura des lenteurs. Vous allez voir le site qui tarde à s'afficher là parce qu'on est en train de télécharger voilà, un, un fichier côté du serveur. Voilà. Donc, est-ce que, je ne sais pas, vous voyez JavaScript, est-ce que ces limitations-là vous parlent? Vous avez déjà eu des problèmes, par exemple, à essayer de faire fonctionner un site sur plusieurs navigateurs? Vous m'entendez? Ah oui, des fois, il y a quelqu'un qui dit qu'il écrit là. Oui, monsieur, on entend. OK. Donc, c'est Fred. Fred Chevron, il dit que bon, il ne peut pas parler, il écrit. Oui, le code est traduit instantanément, effectivement. C'était ça qu'on parlait de. Voilà. Donc, en réalité, si vous avez ces problèmes-là d'affichage et tout, sachez que bon, il ne faut pas vous amuser à écrire du JavaScript parce que vous n'allez pas arrêter de rajouter des verrues dans votre code là pour essayer de le faire marcher et ce n'est jamais fini. Voilà, donc, c'est pour ça que bon, on va arriver avec des choses un peu plus évoluées comme jQuery. Donc, jQuery, je vous ai mis le logo. Et voilà, donc jQuery, on est toujours dans du JavaScript, mais on est dans un framework, donc une bibliothèque JavaScript qui est open source, qui va en fait masquer toute la complexité liée aux spécificités. Elle va masquer ça aux développeurs, et puis le développeur, finalement, il aura un langage de plus haut niveau qu'il va utiliser pour, par exemple, écrire un code qui marche en tout cas pour une grande famille de navigateurs. Et aussi, voilà, pour qu'ils puissent développer en JavaScript de façon un peu plus simple. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez déjà jQuery? Oui, monsieur. D'accord. Bien. OK. Est-ce que, bon, je vais mettre, voilà. Bon, avant de voir un exemple, donc, avec jQuery, vous allez faire vous pouvez le faire en JavaScript, hein, mais de façon très simple, vous allez pouvoir ajouter ou modifier des éléments HTML au sein de votre page. Pourquoi on dit ça? Parce que en fait, une page, est-ce que vous savez ce que c'est que le DOM, le modèle de document HTML? Est-ce que DOM, ça vous parle? DOM. Oui, monsieur. Donc, c'est quoi alors le DOM pour vous? Bon, personne n'est chaud. Le DOM, c'est en fait c'est document objet model, un truc comme ça. Oui, C'est ce tout qui à fait. permet à jQuery et au JavaScript de manipuler le HTML, de pouvoir afficher des éléments dans les modules de HTML et tout. C'est ça le DOM pour Mhm. moi. Oui, effectivement, le DOM, c'est ça, c'est Document Object Model. En fait, ça existe bien avant jQuery, hein. C'est-à-dire bien avant JavaScript même, enfin, bon, un peu. C'est-à-dire que ta page, ton document, parce qu'on parle toujours de document HTML, le document HTML, en réalité, il est modélisé, enfin, il est, ou alors en mémoire, il est sous forme d'un objet document. Et donc, cet objet-là,
il est en fait, il est au format DOM. Et donc, pour manipuler cet objet DOM-là, jQuery, on peut le faire, on peut manipuler l'objet DOM, l'objet document, avec JavaScript, mais jQuery va encore simplifier la manipulation de l'objet. Ça veut dire, par exemple, avec jQuery, si vous avez dans votre document, vous voulez dynamiquement rajouter peut-être des champs dans un formulaire, voilà, jQuery va le faire, peut le faire en une ligne, alors que JavaScript, il va le faire en, je ne sais pas moi, combien de lignes, alors, sans être sûr même que ça marche sur tous les navigateurs. Donc, jQuery va vous permettre de faire ça. jQuery va aussi vous permettre de styler plus facilement. C'est-à-dire, vous pouvez changer la couleur ou la fonte, la police de caractère, voilà, des éléments de votre page. Ouais, donc, on est toujours dans la continuité de la mission de JavaScript qui était d'enrichir le comportement du HTML. Et voilà, donc jQuery va vous aider à faire ça très facilement. Il va vous permettre d'animer les éléments. Bon, ça c'est pour les gens qui ont des sites qui font un peu où il y a des animations. Et aussi, il vous permet de faire de l'Ajax plus simplement. Est-ce que c'est quoi l'Ajax pour vous? Vous avez entendu parler d'Ajax? Ajax, oui, monsieur, tout comme jQuery, monsieur, c'est aussi une bibliothèque JavaScript. Bon, Ajax, enfin, c'est pas tout à fait du même niveau, hein, c'est-à-dire qu'on parlait souvent d'Ajax. Ajax est devenu à la mode quand, en fait, au sein d'une page, sans avoir à recharger la page, on avait besoin d'appeler un autre, un service web. C'est-à-dire, par exemple, j'ai par exemple une page d'un site e-commerce, j'ai besoin, par exemple, juste de rafraîchir le, le montant de mon panier. Je vais appeler, au sein de la même page, je vais appeler un autre web service qui va me renvoyer le résultat. Et je vais prendre le résultat, manipuler le DOM et le réafficher. Donc ça, on appelait ce genre de petites requêtes. C'est des requêtes XHR. Ces petites requêtes que vous faites dans votre page, ça, on le faisait avec de l'Ajax. Voilà. Et donc, il y avait des primitives en JavaScript, voilà, pour faire de l'Ajax, pour faire un post, un get, en tout cas, tous les verbes HTTP. Et donc, on savait faire ça. Il y avait un objet XML, je ne sais pas, HTTP request, quelque chose comme ça. Mais bon, pareil, il y a toujours des problèmes d'interopérabilité. Le code, il faut l'adapter à chaque fois qu'on change de navigateur. Et donc, avec jQuery, pareil, on va pouvoir faire de l'Ajax, mais sans se préoccuper de si ça va marcher ou pas. Parce qu'eux, ils ont déjà tout testé, ils savent que ça va marcher. Voilà. Et donc, oui, je vous ai déjà dit ça, hein, le code jQuery sera compatible avec différents navigateurs. Donc, ça va être vraiment sa puissance. Et comment il fait ça? jQuery se base beaucoup sur ce qu'on appelle les sélecteurs CSS. Donc, voilà. Est-ce que ça aussi, les sélecteurs CSS, ça vous dit quelque chose? En tout cas, si vous avez fait jQuery, vous devez quand même savoir. C'est quoi le sélecteur? Bon, on fonce. Vous le savez déjà, peut-être que vous ne l'appelez pas comme ça, mais les sélecteurs CSS, c'est donc ce qui va vous permettre de parcourir l'arbre d'homme de façon simple. Donc, normalement, vous avez déjà, vous connaissez bien la fonction, il y a une fonction, on va dire, dollar, donc c'est la fonction caractéristique de jQuery, hein. Vous faites dollar, vous lui donnez, en fait, en argument, un chemin ou une instruction CSS. Et c'est comme ça que jQuery, avec juste cette instruction-là, il va aller trouver tous les éléments de l'arbre d'homme qui correspondent à votre requête. Et c'est comme ça qu'une fois qu'il les récupère, il applique la transformation que vous voulez, que vous avez prévue dans votre code. Donc, on va voir, hein. Donc, par exemple
j'ai ça, j'ai un code JavaScript comme ça. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être ces fonctions presque primitives, là, getElementById. Ça, c'est l'identifiant de mon élément. Add event listener, donc je lui ajoute un comportement, c'est-à-dire qu'au clic, il va faire tout ce qui est là-dedans. Et donc, si vous regardez bien le code, on dit que si l'élément démo est invisible, voilà, je vais l'afficher. Sinon, je le cache. Donc, est-ce que des comportements comme ça, vous avez déjà eu à faire ça en jQuery? C'est-à-dire que je veux juste qu'un truc, il s'affiche, s'il est affiché, je le cache. S'il est caché, je l'affiche au clic d'un bouton. Ah oui, Fred dit des choses. Bon, c'est-à-dire qu'il faut aller regarder dans le chat. Oui, tu avais parlé du DOM. Et voilà. Et là, sur ce comportement voilà, d'afficher et de cacher au clic, ça, est-ce que vous avez déjà eu à faire ça en jQuery? Oui, donc Fred, tu l'as fait, mais du coup, est-ce que tu as le nom de la fonction que tu as utilisée pour faire ça? Oui, monsieur, j'ai Bon, aussi eu dommage. à me... Attends, ah oui, non, c'est Jasmin c'est toi qui as dit oui, monsieur. Mais Jasmin, toi, tu peux parler. Tu te euh, souviens de la fonction jQuery que tu avais utilisée? Bon, personnellement, moi, monsieur, c'est lorsque je sélectionne l'élément et je, c'est avec le CSS, avec Hmm. la display. Donc, lorsque je vais faire cacher, je mets display en on et ainsi de suite. Bon, tu vois que ça. Et ça, tu as fait display unknown avec jQuery, là? En tout cas, bon, peut-être que c'était d'autres contextes, mais regarde. Là, pour faire la même chose tout ce pataquès que je vous ai mis là, en jQuery, il y a par exemple cette fonction toggle. Vous voyez, la fonction de sélection là, le dollar. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est un des éléments caractéristiques de jQuery, hein, ce dollar là. Donc c'est lui qui fait tous ces trucs de document get element by ID. Donc au lieu de faire tout ça, document get element by ID, je fais dollar hashtag mon ID. Au clic, je vais récupérer pareil des mots et je vais faire toggle. Et toggle, lui, il sait tout faire. Il sait que si c'est caché, je l'affiche. Si c'est visible, je le cache. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, ça va vous masquer toute cette complexité-là et vous allez faire des choses comme ça. Donc on va essayer de voir, hein. Je vais retourner sur JS Fiddle. Donc JS Fidel, j'avais fait des bouts de choses. Bon, on regarde d'abord celui-là. Tac, tac. Donc vous voyez, hein. Donc JS Fidel, il est là. Donc voilà exactement le code que je vous ai montré. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc si je clique sur hide, il me le masque. Voilà. Si je clique sur voilà. Donc ça, c'est... Et si je retourne dans l'autre fidèle où j'ai fait du jQuery, voilà. Donc ça, c'est du jQuery. Et donc, vous voyez que pour faire du jQuery, c'est tout bête. J'ai importé ma bibliothèque, là, avec cette instruction, script, source, voilà.
J'ai pris une version, je n'ai pas trop regardé laquelle. Et voilà, ma page, elle a ces éléments-là. Un bouton et un champ comme ça. Exactement les mêmes éléments qu'on avait ici dans la page. Et après, donc dans mon script, je dis, voilà, au clic, il faut faire du toggle. Je clique. Voilà. J'ai la même chose. Voilà. Donc, le développeur, voilà, au lieu de retenir toute une palanquée de choses, il fait que du clic toggle. Tu vois, il a même pas, il sait même pas, il sait pas qu'il y a, il y a cette propriété display qui est elle-même, elle est à l'intérieur de style. Il connaît même pas inner HTML. Voilà. Alors que voilà, un développeur JavaScript qui connaissait pas inner HTML, voilà, c'est que bah il y avait un problème. Là, il n'y avait plus besoin de connaître. Voilà, on fait juste des choses comme ça. Et c'est très propre et tout le monde comprend. Voilà. Donc, vous voyez quand même un peu la différence. Normalement, quand vous allez cliquer sur ces liens-là, vous allez retomber sur les JS Feeder. Voilà. Donc, jQuery, donc finalement, c'est très bien. Mais vous savez, hein, en informatique, on ne s'arrête jamais. Hein. Il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites parce que jQuery, bon, finalement, même s'il vous permet de faire plein de choses, il laisse encore beaucoup, beaucoup de choses à faire aux développeurs, aux web designers. Voilà, surtout aux web designers parce qu'il voilà, il s'en occupe pas. Donc, il va faciliter ce qu'on appelle la partie back-end. Donc, par exemple, vous allez faire vos requêtes XHR facilement, vous allez afficher, masquer des éléments simplement et tout, voilà, mais il va pas il va pas aussi loin en tout cas que les gens veulent. Donc, il va pas se préoccuper du CSS. Donc, on a vu que du JavaScript pur, c'est-à-dire on n'a pas vu le style. Et voilà, il y a encore l'autre problématique maintenant, c'est les fameuses pages responsives. Donc, est-ce que ça vous parle? C'est quoi une page responsive pour vous? Monsieur, c'est une page qui s'adapte aux dimensions des écrans, des différents écrans. Voilà. Donc, vous voyez que, exactement. Donc, ça, c'est les challenges qu'il fallait, on avait déjà un peu évoqué ça au début, hein, c'est les challenges qu'il faut relever avec ces langages côté client. Vu qu'on est dans l'ère du digital, vu qu'il y a énormément de typologies d'écran, il faut des pages, en tout cas, il faut pouvoir faire une application qui sait s'adapter pour que les gens ils aient pas à scroller ou à, je sais pas moi, à incliner le téléphone dans tous les sens pour essayer de cliquer sur un bouton. Aujourd'hui, les pages s'affichent même sur vos télés, sur plein d'équipements que les gens ne soupçonnaient pas. On va retrouver un écran dessus et qui n'est pas toujours aux dimensions qu'on espère standard. Donc, jQuery, nativement, il n'adresse pas le problème. Même si les gens, bon, tu vas utiliser la bibliothèque jQuery pour essayer de faire des choses responsives, mais il n'adresse pas frontalement le problème. Et donc, ça nous amène directement à Bootstrap. Parce que Bootstrap, lui, il est né pour ça, pour le responsive. Voilà. Donc, c'est le plus populaire des frameworks responsives. Hein. Donc, ça, il a démarré il y a quelques années. Bon, il continue, hein, même si bon, les technos, c'est vraiment un jeu amusant. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous challenger, même si vous avez bien vécu. Donc, il est très populaire. Il a été développé par Twitter. Donc, Twitter, c'est vraiment, c'est pas un petit. Et donc, avec le même code de votre application, voilà, avec le même code, votre application va s'adapter à quasiment tous les navigateurs, tous les devices. En tout cas, à beaucoup, beaucoup de devices. Donc, si vous allez sur le site de Bootstrap, vous allez trouver ce petit écran. Donc, on voit voilà, des téléphones d'avant-guerre, là. On voit des smartphones, des choses un peu plus modernes. On voit des tablettes, on voit des PC, on voit des laptops, on voit des PC. Ils peuvent continuer, hein. Des télés sur d'autres typologies de devices insoupçonnés. Parce que quand on dit téléphone, il n'existe pas qu'un téléphone, hein. Il y a je ne sais pas combien de fabricants.
entre les iPhones et les Android, voilà, il y a énormément de choses. Et même les Android, il y a une palanquée de versions, il y a une palanquée de distribution. Donc, le responsive était vraiment un challenge. Voilà, ça fait partie des challenges du 21e siècle qu'il fallait adresser. Et donc, Bootstrap a fait ça. Voilà. Et donc, Bootstrap, pour faire tout ça, il va se baser sur du HTML. Bon, vous connaissez, vous avez déjà vu quand même Bootstrap en action. Vous ne l'avez pas vu? Non, monsieur. Non. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Vous allez voir que bon, il n'est pas hyper compliqué. Voilà, donc il va se baser toujours sur du HTML parce que HTML, de toute façon, c'est le langage d'origine. Et voilà, c'est trop tard là. Tout le monde, tous les navigateurs sont obligés de supporter HTML. Bon, les versions d'HTML même évoluent, hein. Là, ils en sont peut-être à HTML5 et tout. Donc, tous les navigateurs, voilà, ils font leur mise à jour, ils s'adaptent, ils supportent HTML. Bootstrap se base aussi sur JavaScript et il fait du CSS. Voilà, il fait du CSS à un très, très bon niveau. Et il y a des choses que, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, less et sas. Ça vous parle? Un peu. Ok, ok. Un peu parce que, bon, les gens, personne n'avait souvent pensé à faire ça, mais voilà, donc avec ces langages, la less et sas, en réalité, on va mettre comme une sorte de dynamisme au CSS. C'est-à-dire que vous allez rajouter du code, un vrai code, un code dynamique avec des boucles et tout ça, dans vos CSS. Mais ce sera un CSS que le navigateur ne pourra pas comprendre tel quel, parce que bah, c'est des nouvelles instructions. Et donc, vous allez du coup devoir compiler votre application Bootstrap à cause de ces instructions LSSAS. Comme ça vous génère le CSS final, qui n'a plus la partie dynamique. Voilà. Mais ça aussi, ça va simplifier l'écriture des CSS parce que voilà, il y a certains comportements que voilà, si tu veux vraiment le faire avec du CSS, voilà, tu vas retomber dans les mêmes problèmes que celui qui veut par exemple faire des choses ultra dynamiques avec alors qu'il n'a que le JavaScript pur pour programmer. Voilà. Donc, euh, jQuery, par exemple, il sera, laissez ça s'ils sont pour CSS, ce que jQuery, il est par exemple pour le JavaScript. C'est-à-dire qu'il va te permettre de faire un CSS bien plus simple, plus puissant, mais voilà, il faudra compiler avant de pouvoir intégrer, obtenir un CSS final et l'intégrer à ta page. Donc, vous pourrez regarder pour aller un peu plus loin là-dedans. Bon. Mais vous pouvez aussi faire du Bootstrap sans avoir jamais à faire du less et du SAS. Voilà. Et donc, jusqu'à la version 4, Bootstrap, voilà, il intégrait du jQuery. C'est-à-dire que vous faites des choses, il y a des choses qui vont s'afficher grâce aux instructions Bootstrap, mais derrière, ces choses-là elles-mêmes s'appuient sur jQuery, parce que jQuery, c'est quand même une bibliothèque aussi vaste. Voilà. Mais elle n'était pas assez haut niveau au goût des développeurs qui veulent toujours accélérer les temps de développement. Voilà, donc on va faire notre Hello World, donc juste pour voir, hein. Et donc, pour faire du Bootstrap, c'est comme quasiment tout ce qu'on fait côté client. Il y a juste besoin d'une instruction. Donc, il y a ce fichier CSS qu'il faut rajouter dans votre document HTML, voilà, dans la partie head, et vous faites du Bootstrap. Donc, ça, c'est le Hello World de Bootstrap, il va ressembler à ça. C'est-à-dire que j'ajoute cette feuille de style, tac, tac, voilà, il me la charge, et c'est quasiment fini. Après, il y a une partie optionnelle. Donc, pour certaines, c'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions Bootstrap qui s'appuient sur jQuery. Donc, pour pouvoir en bénéficier, vous pouvez éventuellement rajouter toute cette panoplie de scripts. Donc, ça, vous pourrez regarder après par vous-même. Mais le truc de base, le Bootstrap, voilà, qui n'a pas besoin de jQuery,
il n'y a que la feuille de style à faire. Donc, on va regarder rapidement dans notre, dans nos Fiddle. Donc, voilà, j'avais mis le Hello World ici. Voilà. Donc, il n'y aura rien de fameux, hein, ce sera un Hello World classique, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez déclaré tout ça dans votre là-dedans. Voilà. Il y a des instructions bizarres. Meta name viewport. Donc, ça, c'est très important. Et voilà. Après, vous avez votre feuille de style. Et puis, vous avez les librairies optionnelles. Et là, on en fait juste Hello World. Bon, on n'est pas allé bien loin. On a écrit Hello World. Donc, on peut dire, mais Bootstrap, il ne nous apporte rien. Donc, on va essayer de poursuivre pour voir ce que Bootstrap peut faire pour nous. Voilà, donc les avantages. Donc, il a une large palette d'options de design. Voilà. Là, je vous mets par exemple, voilà, juste des boutons. Oui. Normalement, vous connaissez bien, vous connaissez un peu le HTML. Un bouton, vous faites cette balise-là, cette balise button, type égale bouton, et puis vous avez un bouton. On est d'accord? Ça vous parle, hein, cette balise bouton? Oui, 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 monsieur. Voilà. OK. Donc, vous voyez que pour styler un peu ou pour donner un certain type de comportement à vos boutons, grâce à jQuery, voilà, il n'y a que cette partie-là que vous allez changer. La classe. Vous savez, normalement, ceux qui font du CSS un peu, vous avez déjà utilisé, renseigné une valeur voilà, à cette propriété classe. Vous mettez le nom de votre classe. Et donc là, avec Bootstrap, juste en mettant ces classes-là, vous donnez des comportements, voilà, à vos boutons. Donc, par exemple, le premier bouton, celui qui est bleu, là, il faut juste mettre, vous mettez BTN, une autre classe, BTN Primary, et il devient comme ça. Donc BTN, ça le rend bouton, et BTN Primary, ça le met en bleu comme ça. Bouton secondaire, vous faites ça. Un bouton Success, vous mettez juste une classe Success, donc ça fait comme ça. Voilà. Vous voulez un bouton qui ressemble à un lien, vous mettez juste BTN Link. Ce n'est pas un vrai lien, mais il a déjà le style d'un lien. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi on dit que Bootstrap, voilà, il fait du CSS vraiment. Vous voyez, hein, vous n'avez même pas à vous préoccuper de comment il a écrit son instruction CSS BTN et BTN Primary. C'est déjà dans le framework. Donc, pareil, on peut voir finalement notre Fiddle. Voilà, et le Fiddle des boutons, il est là. Donc, pareil, je n'ai rien changé à tout le pataquès là où j'ai inclus mes éléments. Et vous voyez, hein, les librairies, je ne les ai pas téléchargées. Hein. Je vais directement chercher ça voilà, sur ces serveurs de contenu. Pareil, je vais chercher ça directement sur certains sites. Et puis, j'aligne mes boutons. Voilà, ils sont là. Juste en faisant des classes. Donc, tous ces styles-là, en fait, ils sont venus avec mon Bootstrap minifié, là. Bootstrap.min.css. Voilà. Donc, rien de bien complexe, mais on voit déjà quand même la puissance de l'affaire. Bon, du coup, est-ce que vous avez des questions sur Bootstrap? Parce que bon, j'ai vu que ce n'est pas quelque chose qui vous était forcément familier. Et vous avez des questions là-dessus? Bon, on va poursuivre. Vous aurez peut-être d'autres questions. Ah, je vois un petit message là. Oui, responsive, une page qui s'adapte aux écrans. Voilà, donc ça, c'était Fred. Bon, dommage, j'ai pas le chat en live. Hein. Voilà. Maintenant, on rentre un peu dans les concepts de Bootstrap parce que bon, Bootstrap, il a fait plein de choses pour les décisions que les gens doivent connaître. D'abord, il y a cette affaire de grille. Donc, il va afficher, voilà, il va afficher son contenu dans une série de lignes et de colonnes, voilà, pour que ça puisse être bien mis en forme. Donc,
Et par convention, il aura une grille qui aura 12 colonnes. On va comprendre pourquoi. Donc, par exemple, si vous avez des instructions comme ça, vous voyez, j'ai pris un objet div, voilà, de classe container. Container, pareil, c'est des CSS, c'est des noms des CSS de Bootstrap. Une autre div, classe row, voilà, ça aussi, c'est une CSS, voilà, pour faire une ligne, et une classe col pour faire une colonne. Donc, la première colonne, voilà. Donc, vous voyez, on a fait ça. En fait, si je l'affiche, j'aurais quelque chose comme ça, une première colonne comme ça. Voilà, les deux colonnes sont à peu près, sont à la même taille, ont la même taille. Mais si je fais ça, vous voyez, j'ai mis ici col, au lieu de juste mettre col, j'ai col-4, col-8. Si j'affiche, j'obtiens quelque chose comme ça. Et c'est là où vous allez comprendre cette affaire des 12 colonnes. Parce que ici, j'ai mis col, mais en réalité, le col, c'est la valeur par défaut. Donc, c'est comme si c'était col 6 et col 6. Donc, ça veut dire que les deux colonnes occupent en tout cas, les deux colonnes ont le même nombre, voilà, elles vont occuper le même espace, 6 6. Mais ici, il y en a une qui va occuper, voilà, 4. La première div, elle va occuper 4 colonnes et la deuxième div, elle va occuper 8 colonnes. Donc, c'est pour ça que vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, rien qu'en sachant, en maîtrisant ce concept de grille, Bootstrap, voilà, il peut vous pouvez composer, faire plusieurs typologies de pages, hein. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant, par exemple en Digital Café, hein, quand on vous donne, par exemple, une structure de page et vous trouvez l'équivalent, voilà, l'équivalent en Bootstrap. Voilà. Donc je ne sais pas, ça, vous avez compris le concept de grille là ou c'est flou? C'est bon, monsieur. J'ai Ok. compris. En tout cas, c'est des choses que vous allez capter, hein, aussi en faisant. Donc pour ça, donc pour accélérer l'apprentissage, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser aussi le JS Fidel parce que bon, on va aller voir ça, notre truc. Donc le Fidel, comme ça, vous avez rien à installer, hein. Comme ça, vous concentrez sur le fonctionnement de Bootstrap et tout. Et du coup, vous pouvez faire des choses. Donc, vous voyez que là, j'ai repris mes instructions Bootstrap, j'ai copié le code là, du conteneur, j'ai rajouté moi-même ces CSS-là pour avoir des colonnes avec un fond, un background différent. Et là, je peux manipuler. Voilà. Donc, vous voyez, si je fais le premier exercice que je vous ai montré, voilà, 6 6 c'est ça. Voilà, mais si je fais par exemple ici col 8 pour faire mes fameux 12, je rajoute, euh, je rajoute 4. Tac. Voilà, cette fois-ci, c'est la première colonne qui est plus grande. Donc, Donc, monsieur, c'est comme ça que vous pouvez. Oui, de toutes les façons, la somme doit toujours donner 12, c'est ça? oui, la somme donne 12. La somme donne 12, mais voilà, ça vous donne euh, des idées, hein, pour si vous avez par exemple une page, parce que souvent il y a des pages où vous allez par exemple arriver au début, il y a un grand cadre pour afficher une image principale. En dessous, on va vous dire affichez-nous 3 blocs de choses où on va venir mettre des trucs. Après, ça va faire 2 blocs. Les gens peuvent même demander une colonne à côté. Donc, toutes ces choses-là, vous allez composer avec, à l'intérieur de la classe conteneur, vous allez composer plein de divs. Voilà. Et c'est le fait d'utiliser les divs qui va aussi garantir aussi l'interopérabilité, en tout cas la compatibilité de votre code avec plein de navigateurs. C'est-à-dire que si on vous dit de faire ça, vous venez coller un objet HTML table et tout, là, ce ne sera pas bon. En tout cas, jQuery, Bootstrap va pas trop vous aider, hein. Donc, mais en faisant ça, en utilisant bien les bonnes classes et tout, vous avez un code
qui a déjà des chances de bien s'afficher sur tous les navigateurs. Bon, peut-être pas encore sur tous les devices, mais déjà sur tous les navigateurs. Donc là, on n'adresse pas encore le vrai responsive parce qu'on n'est pas encore, on change pas, on reste sur sur les mêmes typologies de devices. Et donc, on va voir maintenant la partie responsive. Donc, on a vu le concept des colonnes, des grilles. Donc, je vous ai mis les fiddles. Maintenant, les pages responsives. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bootstrap, voilà, il a ce qu'il appelle une approche mobile first. Mobile first, ça veut dire que, bon, si on ne fait rien, voilà, la grille, en fait, elle est conçue pour s'afficher par défaut correctement sur les petits écrans. Voilà. Et donc, vous devez aussi comprendre qu'il y a 5 tailles qui sont définies, dans Bootstrap. Donc, il y a la première taille, elle est voilà, très petite et tout. La taille petite, la taille moyenne, la taille grande, la taille très grande. Et donc, pour dire à Bootstrap, quand tu trouves que, voilà, et bon, les tailles, ils les ont définies comme ça, hein, c'est vraiment en pixels. C'est-à-dire que si tu tombes sur un écran dont la taille elle est supérieure à 992 pixels, voilà, pour dire ça, pour dire ça dans votre code, il faut rajouter ce qu'ils appellent des modificateurs de classe avec ces instructions-là. Donc, on va voir un exemple. Donc, par exemple, j'ai ça. J'ai un conteneur, j'ai call6, 6. Voilà, on avait vu que voilà, call6, 6, là, en fait, on peut ne pas mettre 6. Et par exemple, là, il nous rajoute, il rajoute des modificateurs. On a MD et là aussi, on a LG. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on nous dit ici que le call 6, donc call 6, ça signifie que pour tous les écrans, voilà, tous les écrans, donc c'est le tout premier, voilà, sans restriction de taille minimum ou maximum, il faut afficher, voilà, la colonne, elle doit avoir, c'est le call 6 qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'on aura 6 colonnes dans cette div. C'est-à-dire que si, quand on sera, ça c'est vraiment la classe par défaut. Mais cette deuxième classe, elle va dire quoi? Quand on va faire juste call MD4, ça veut dire que pour tous les écrans avec une largeur qui est supérieure ou égale à 768 pixels, alors on va afficher notre div avec 4 colonnes. Donc, vous voyez déjà comment la page, juste avec, on n'a même pas fait de if, de pataquès, plein de trucs, on n'a pas fait du code qui va dans tous les sens, mais on a déjà dit que par défaut, on va utiliser 6 colonnes. Si la taille dépasse 768 pixels, on va utiliser 4 colonnes. Et enfin, on va voir que, voilà, call LG3, ça veut dire que dès que la taille, voilà, elle est au-dessus de 992 pixels, on va utiliser trois colonnes. Donc, vous voyez comment est-ce que Bootstrap arrive à faire du responsive, voilà, à adresser vraiment le responsive sans donner du travail supplémentaire au développeur. Le développeur fait qu'il doit juste connaître ces concepts de classe et les modificateurs de classe. Vous avez vu, hein, imaginez seulement si on vous demande de faire ça en JavaScript. Hein? C'est-à-dire que si on vous dit que, bon, par défaut, afficher cette table avec six colonnes, et si vous arrivez sur un écran qui a une largeur de 768, affichez plutôt 4 colonnes. Est-ce que vous imaginez un peu le code JavaScript qu'il faut pour faire ça? C'est possible, hein, mais ça va être chaud. Ça va être chaud parce que, bon, peut-être vous allez réussir sur Firefox, mais après, quand on va changer de device, votre code ne va plus marcher. Donc ça aussi, est-ce que du coup, vous avez compris
l'histoire des points d'arrêt. Donc, c'est ça qu'ils appellent les points d'arrêt, hein, le fait d'ajouter à chaque fois des modificateurs. Donc, je m'arrête. Mais les petits écrans, on va considérer que c'est ceux qui sont inférieurs dont la largeur est inférieure à 576 pixels. Ensuite, on arrive sur une taille petite, c'est quand on est au-dessus, jusqu'à 768. Après 768, on considère moyen. Voilà. Donc, grâce à cette affaire de point d'arrêt, vous voyez, même la CSS devient un peu quasiment dynamique, quoi. On n'est pas encore dans la sophistication, comme je vous ai dit, avec LESS et SAS, mais rien que ça, vous avez des CSS qui disent des choses que les CSS ne pouvaient pas dire avant. Avant, les CSS, c'était des couleurs, la taille, voilà, vraiment du style comme ça. Mais maintenant, là, on va être bien plus dynamique. Donc, c'est comme si, là, juste grâce à une CSS, je fais un tableau de 6 colonnes ou de 4 colonnes. Ça, c'était quelque chose qui était réservé à JavaScript. Mais voilà, grâce à Bootstrap, ça devient une affaire de CSS. Voilà. Donc ça, est-ce que du coup, vous avez des questions par rapport à ça? Ou bien c'est clair pour vous? C'est bon, monsieur. Ok, ok. Bon, en tout cas, vous voyez bien d'où on est parti et ce que maintenant, les gens arrivent à faire voilà, sur des navigateurs, hein. Et voilà, donc on a fait le tour. Bon, on a montré les fonctions, les grosses fonctions, voilà, mais on n'a pas tout vu, hein. Bootstrap, il y a ces notions-là qui sont essentielles, mais Bootstrap, il fait après plein de choses. Donc, je vais vous mettre ces liens-là. Vous allez voir ce qu'il est capable de faire. On nous a parlé de ça. Voilà, on a vu les breakpoints, là, les fameux points d'arrêt. Par exemple, des composants, des choses comme ça, des accordéons. Donc ça, pareil, vous allez pouvoir faire simplement. Donc un accordéon, c'est une structure comme ça. Voilà. Donc vous voyez, avec juste des divs et des CSS, vous pourrez faire ça. C'est ça le code qui fait ça. Donc là, vous voyez, on a une div qui s'appelle accordéon, sa classe accordéon. Elle a son ID là. Et après, des accordéons items, c'est encore des divs. Et puis, vous pouvez mettre à l'intérieur de ces accordéons items, là, il y a le header. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça Bootstrap. Les boutons, on les avait vus. Voilà, ils font plein de choses juste avec... on a juste importé notre librairie et puis on arrive à faire plein de choses. Voilà. Donc, il faut pas hésiter, hein, voilà, à regarder. Mais effectivement, quand vous allez travailler souvent dans des projets, voilà, vous verrez que bon, ce ne sera pas forcément la version 5 parce que bon, je pense qu'elle est assez récente. Mais toutes ces choses-là existaient depuis, hein, elles sont dans la version 4 et tout. Voilà, donc Bootstrap, il fait vraiment plein de choses. Et donc, vous avez toutes ces choses-là pour vous, pour essayer de tester de votre côté. Pareil, jQuery, il fait beaucoup de choses, on a vu, hein, mais on a vu que ce n'était pas son fort au niveau du design, voilà, mais au niveau du traitement pur, il est très fort. Voilà. Alors, donc, pour conclure aussi, donc, quand vous faites du développement côté client, il ne faut pas oublier F12. Bon, quand vous faites F12, ça fait quoi sur votre navigateur? Ça doit ouvrir l'inspecteur de code. Bon, voilà, l'inspecteur de code, mais en réalité, bon, ce n'est pas que l'inspecteur de code, hein. L'inspecteur de code, c'est une des fonctionnalités. Bon, je vais essayer de faire F12 aussi. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, souvent, l'inspecteur de code, c'est
ces petits trucs-là. Mais vous voyez, il y a plein de choses ici. Il y a effectivement ce truc qui va un peu inspecter les éléments de la page. Il y a la console. Voilà, la console. Si par exemple ici, vous avez écrit une fonction dans une librairie JavaScript que vous voulez tester, vous pouvez la tester directement ici, hein. Vous voyez, par exemple, si je fais, je ne sais pas moi, alerte d'auto. Voilà, ça le fait. Je fais un document.write pour écrire quelque chose là-dedans. Je peux tester ici. Donc, si ça marche, je peux l'ajouter après dans mon code. Il y a voilà, les sources, on peut naviguer dedans pour voir, hein, tout ce qui est fait. Voilà, network, très important aussi, network, parce que surtout quand vous faites de l'Ajax, donc des fois, on a une page, par exemple, avec plein de blocs qui se chargent tout seul dynamiquement. Ici, quand vous allez dans l'onglet Network, vous allez voir dans la partie XHR, voilà, des fonctions, des petites requêtes qui partent vers le serveur et vous pourrez analyser la réponse, voir si c'est conforme à ce que vous souhaitez. Voilà. Il y a plein, vous avez les JSS, vous allez voir les images ici, les médias, voilà, les fontes. Voilà, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment pour le développement côté client, c'est vraiment indispensable, hein. Au-delà même d'Eclipse, celui-là, il va plus vous aider quand vous êtes en débogage côté client. Bon, il y a des choses sur les performances. Bon, ça, c'est quand les applications commencent un peu à merder. Voilà, pareil, vous pourrez avoir des infos sur la mémoire parce que les gens, ils oublient souvent, mais même côté client, le navigateur, il va utiliser la mémoire de votre machine. Donc, il y a des applications qui sont très peu performantes parce qu'elles consomment trop de mémoire côté client. Voilà, il y a plein de petites choses. Il y a des choses comme Lighthouse. Lighthouse est souvent très intéressant parce que vous allez, vous allez capturer, je pense, enfin, vous allez naviguer sur votre site et vous le câblez dessus. Et pendant que vous naviguez, lui, il calcule tout un tas de métriques de performance. Voilà, de performance où il va mesurer vos respects des bonnes pratiques de dev. Voilà, est-ce que vous avez bien optimisé votre search engine, en tout cas pour la recherche sur le web. Il va vous donner plein de métriques ou d'éléments pour optimiser encore davantage le site. Voilà, vous pouvez avoir des performances par device ou par desktop. Donc, est-ce que votre site est optimisé pour le mobile ou il est optimisé pour le PC? Voilà, donc ça, c'est des outils, voilà, pour développer côté client. Il faut pas les oublier, hein. Donc, vous allez pouvoir visualiser les erreurs, visualiser les ressources que vous chargez, tester directement sur la console. Voilà. Et puis, il y a la documentation. Donc, pareil, je vous mets les liens pour JavaScript, pour jQuery, pour Bootstrap. Bon, j'ai mis la version 5, mais bon, sur le site, vous pourrez trouver quasiment toutes les versions. Et aussi, je rappelle JS Fiddle. Donc, vous avez vu qu'on a fait toute la session avec JS Fiddle. On ne s'est pas pris la tête à aller faire du JavaScript directement dans Eclipse et puis essayer d'afficher sur le navigateur. Bon, on a là à voir le même résultat. Mais vous voyez que JS Fiddle, voilà, il est très efficace. Vous testez vos bouts de code, mais ça ne veut pas dire que bon, les gens ils vont aller. C'est vraiment pour tester des petites choses. Après, vous pouvez les intégrer dans vos applications. Et puis aussi, l'avantage, c'est que vous les conservez. Et là, par exemple, moi, j'ai des très vieux codes que j'avais fait quand j'étais jeune sur JS Fiddle, que je me suis reconnecté, je les ai retrouvés. Bon, et puis effectivement, pour aller plus loin, donc il faut intégrer jQuery, Bootstrap, voilà, dans une application, une vraie application, et puis voilà, vous affichez votre application dans un browser. Voilà, vous ne faites pas que du JS Fiddle. Et il faut vous intéresser aux outils de compilation parce que toutes ces bibliothèques-là, souvent, vous allez voir, quand pour utiliser Bootstrap, il y a la version qui contient Min. Donc ça, c'est la version qui
mimifiée, donc elle est compressée, elle est vraiment optimisée pour être téléchargée sur les devices. Mais il y a aussi les versions jQuery qui ne sont pas mimifiées. Parce que les gens, souvent, ils en ont besoin de débugger, parce que quand ce n'est pas mimifié, vous pouvez faire des debugs, aller même débugger jusque dans le code de Bootstrap. Et donc, c'est souvent aussi intéressant en mode dev d'avoir un Bootstrap qui n'est pas compressé, mais du coup, ce qui veut dire que quand vous allez devoir déployer, pour déployer vraiment votre application en production, à ce moment-là, il faut repasser par une phase un peu de compilation ou bien de compression de votre Bootstrap. Et si par exemple vous êtes allé loin, donc vous avez mis des instructions less et sas, là vous êtes obligé de compiler vos CSS parce que sinon le navigateur il ne comprend pas less et sas. Toi il ne comprend pas encore, peut-être ça va venir dans le futur. Et donc vous êtes obligé de compiler un peu vos CSS pour que ça donne un CSS que le navigateur peut comprendre. Voilà, donc c'est la fin de la session, hein. Donc, merci pour votre attention. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Bonjour, monsieur. Oui, c'est Serge. Oui, monsieur. Oui, tu nous as rejoint en cours de route. Oui, Ok, bon, exactement. tu as suivi à partir de quel moment alors? À partir de Bootstrap. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Et j'aimerais savoir si, est-ce que vous avez donné les fonctionnalités de Bootstrap sur une page web. Mhm. Est-ce que lorsqu'on veut intégrer, par exemple, vous avez montré on importe le lien qu'on met dans l'entête de la page HTML. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est le même processus si, par exemple, on veut utiliser une JSP dans un code Java. Oui, c'est-à-dire vous voulez De utiliser la même Bootstrap manière. dans une JSP, c'est ça? Si, Oui, monsieur. vous voyez que c'est ça, hein. En tout cas, in fine, il faudrait que la page qui s'affiche sur votre navigateur, quand on ouvre le code source, on voit bien les instructions pour importer la bibliothèque Bootstrap. Donc, ça veut dire que votre JSP, pareil, quelque part, il faut coller les imports de Bootstrap. Sinon, quand la JSP, vous allez l'afficher côté client, vous n'aurez pas la librairie importée. C'est-à-dire que Ok. considérez Bootstrap comme si c'était du HTML. Mais c'est un Ok. HTML qui fait plus de choses que le HTML. D'accord, monsieur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on va peut-être faire ça, hein, en Digital Café, on vous dit d'intégrer Bootstrap dans une vraie application, dans une application JSP et tout. Voilà, c'est ça que vous allez devoir faire. D'accord, monsieur. Est-ce Mais que Maven peut nous permettre d'importer cela? Bootstrap. Maven, non. Maven, c'est pour les bibliothèques Java. Ok, d'accord, monsieur. Oui, mais pourquoi tu veux importer avec Maven? L'instruction, c'est du HTML que tu colles. Là, tu écris dans ta JSP. Tu vois, tu n'es pas encore au même niveau que. C'est pas, Maven, c'est vraiment, je suis en train maintenant de faire, je sais pas, je dois écrire un web service qui va peut-être chercher, je sais pas moi, des données en base et puis utiliser une librairie lambda pour s'exécuter. Là, j'aurai des problématiques, je ne sais pas, de dépendance, donc je vais déclarer ma dépendance dans le POM et Maven, il va m'aider à aller chercher la dépendance. Ou alors Maven, on a vu qu'on peut aussi l'utiliser quand on initialise notre projet. On va lancer notre instruction Maven, ça va nous générer, euh, en fonction de l'artefact qu'on a choisi, ça va nous générer un modèle de projet. On va commencer avec. Maven aussi va nous aider. Oui, en tout cas pour Bootstrap, Maven va aider, par exemple, pour toute la compilation. Tu vois, pour packager, parce qu'à la fin, il faut un war. Quand tu fais du Java, à la fin, il faut surtout mettre dans un war. Si, monsieur. Alors, il faut compiler toute la partie. Si vous avez du less et du sas,
il y a sûrement des goals Maven pour builder du LESS et du SAS. Désolé, monsieur, je ne comprends pas bien cette partie. C'est-à-dire que Maven, c'est un outil de build. Si. Tu vois, non, toi, ton problème de départ, c'était comment tu vas intégrer, parce que comme je vous ai montré avec JS Fiddle, tu vois, ton problème, c'est comment tu vas intégrer Bootstrap dans ta GSP. C'était ça ton problème de départ. Si, monsieur. Donc, moi, ce que je te dis, que ta JSP, c'est l'HTML, mais à la différence d'une page HTML classique, on va trouver ici des tags JSP. Vous connaissez, vous avez vu les JSP, il y a des tags dedans, des balises. Oui, monsieur. Voilà. Et donc, les balises que JSP ne comprend pas, lui, il considère que c'est du HTML. Donc, il va les cracher telles quelles. Et donc, tout ça, vous pourrez mettre tout ça dans votre JSP. Et en bas, vous mettez les balises JSP spécifiques en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et donc, ce que je dis, c'est que maintenant, Maven, comme c'est un outil de build, il va t'aider pour compiler, pour la compilation. Il va t'aider pour le packaging, pour faire du WAR. Et si, par exemple, tu as fait du CSS en utilisant ce que j'ai appelé LESS et SAS, comme il faut le compiler, il y a certainement une commande Maven qui va t'aider à compiler cette partie-là et générer en sortie les CSS. Et au final, faire tout le WAR que tu déploies sur Tomcat. D'accord, monsieur. J'ai mieux cerné là, c'est bon. Voilà. En tout cas, pour ta question de départ, tu prends la même chose que ça, tu colles dans une GSP, tu vas voir ta GSP va s'afficher et elle pourra faire du bootstrap. Voilà. De toute façon, c'est des choses qui vont souvent revenir. Hein. Par exemple, quand vous allez, ceux qui s'intéressent par exemple à la plateforme Jalios, la Digital Workplace. La Digital Workplace, voilà, elle est bâtie aussi sur Bootstrap. Donc souvent, quand vous allez importer un projet Jalios, vous allez voir que normalement, vous n'aurez pas besoin de redéclarer tout ça parce que c'est déjà déclaré quelque part dans une JSP et voilà, vous allez pouvoir utiliser juste les classes que vous voulez en fonction de ce qu'on vous a demandé. D'accord, monsieur. Donc, Bootstrap est déjà intégré à Jalios. Oui. Une dernière question. J'aimerais savoir si, comme dans le cas des jours des projets Java, on a souvent plusieurs vues. Est-ce qu'il va falloir coller cela dans toutes les vues à chaque fois? Ben non. Enfin, en tout cas, toi-même, je pense que tu as ta réponse. Hein. C'est comme tout. C'est-à-dire que c'est du code. Hein. Donc, vu que c'est dans une application, vous pouvez organiser, le développeur a la latitude d'organiser son application de la façon la plus intelligente qui soit. Par exemple, quand on fait des JSP, tu peux bien faire une JSP pour chaque fonction pour chaque fonction que ton application propose, tu peux t'amuser à faire une JSP. Mais si tu sais que j'ai une en-tête qui revient souvent, j'ai une colonne à gauche qui revient souvent, là, tu commences à faire une première JSP, après tu fais des inclusions de ces choses qui reviennent dans les autres JSP. Tu vois? Tu factorises un peu. Et c'est dans la même chose avec Bootstrap. Vu que Bootstrap, tu en auras besoin sur toutes les pages, donc vaut mieux la mettre dans une page que tu vas inclure après, partout. Et comme ça, l'instruction est à un seul endroit. Je n'avais pas pensé à ça. C'est très ingénieux, merci, monsieur. Oui, mais ça, c'est comme ça, c'est même pas seulement Bootstrap. Hein. C'est sur tout ce que tu fais. Normalement, si tu vois quelque chose, un truc qui revient, il faut pas le refaire à chaque fois. Parce que si ça change, tu es obligé de changer à 4 endroits. Ben, tu changes une fois.
C'est bon, monsieur, c'est bon. J'ai déjà eu à faire cela, Ok. mais sans vous mentir, j'utilisais toujours, je copiais toujours le lien, je collais. Maintenant, Mhm. j'importe bien les classes, les JSP Ouais. dans d'autres JSP. Mais je n'avais pas Oui, pensé à coller le code dans une JSP et voilà. l'importer dans Et les autres. l'importer. Voilà. Voilà, je n'ai pas pensé à Mhm. ça. C'est vraiment... Non, non, c'est ça. Il faut vraiment te dire que parce que tout ça, ça c'est du HTML, hein. Cette balise script-là, c'est du HTML. C'est pas un truc nouveau. C'est clair, c'est Tous clair. ces trucs link, tout ça, c'est du HTML. Mais c'est juste que la nouveauté, c'est la librairie elle-même, le contenu de cette CSS. Donc, il faut la manipuler comme tu manipulais avant les autres CSS ou les autres fichiers JavaScript. D'accord, monsieur. OK. Du coup, vous avez d'autres questions? OK. Bon, je vais